Radio Rec, it's on air. Bonsoir, nous sommes le jeudi 23 février 2017. Bienvenue dans ce 10e numéro de Descartes en main. Décryptage au pluriel ce soir dans notre émission. Nous commencerons avec la phrase d'Emmanuel Macron qualifiant la colonisation en Algérie de crime contre l'humanité. Alors que l'histoire coloniale française fait régulièrement l'objet de débats, nous vous proposons ce soir de vous apporter des éléments de réponse sur ces polémiques. Et puis, en fin d'émission, nous reviendrons sur les chiffres de l'espérance de vie, souvent utilisés en politique pour prendre des décisions comme l'âge de départ à la retraite. Comment décrypter cet indicateur ? Nous en parlons ce soir. Radio Rec, Descartes en main. présenté par Nicolas. Et avec moi ce soir, Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir. N'hésitez pas à contribuer, à poser vos questions et à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Allez, on débute cette émission avec notre premier décryptage. C'est le sujet clé en main sur la colonisation. La France possède un passé colonial important qu'il est bon ton de remettre en question pour les hommes politiques. Le dernier en date, c'est Emmanuel Macron qui a déclaré à l'occasion d'un déplacement en Algérie que la colonisation est un crime contre l'humanité. À cet égard, revenons d'abord sur cette notion de crime contre l'humanité qui met en avant le fait d'avoir voulu causer des problèmes, que ce soit après le cas de la colonisation, mais plus généralement tout ce qui est meurtre de masse dans une population, Marc. Est-ce que Emmanuel Macron fait bien d'utiliser, d'après toi, cette notion de crime contre l'humanité pour préciser ce qu'a été la colonisation ? J'en pense ce qu'en pense l'historien Pierre Vidal-Naquet, qui est pourtant un pourfendeur de la colonisation et donc qui est plutôt dans une logique évidemment de décolonisation et qui nous fait savoir que assimiler la colonisation au génocide du XXe siècle, c'est quand même quelque chose de très frauduleux. Il le signe. Effectivement, aujourd'hui, le crime contre l'humanité, donc dont on sait que c'est une création entre 45 et 46 lors des procès de Nuremberg, enfin le procès de Nuremberg notamment, donc et qui après la Seconde Guerre mondiale, donc qui juge les potentats nazis, cette notion se crée et fait surtout référence au départ au génocide juif, puis par extension à beaucoup d'autres génocides dont on sait aujourd'hui qu'il y a le génocide arménien. Donc c'est une notion, si vous voulez, avant tout juridique, mais qui s'appuie sur des faits historiques. Le problème aujourd'hui, c'est que toute barbarie est considérée comme un crime contre l'humanité, et si tout est crime contre l'humanité, rien ne l'est. D'ailleurs, je précise que la notion de crime contre l'humanité, je pense que la notion de génocide aurait suffi, mais il a fallu, après la guerre, marquer entre guillemets le coup à ces procès de Nuremberg, et c'est pour ça qu'on en est arrivé à ça. Donc, au même titre que je ne souscris pas forcément à l'appellation de crime contre l'humanité, je ne peux pas souscrire au fait qu'on l'étende à la colonisation, ce qu'a fait Macron, qu'il a d'ailleurs corrigé en crime contre l'humain, je crois, si je ne m'abuse, qu'il a corrigé maladroitement, etc. Alors après, oui, comme tu le disais, il y a cette définition juridique que les gens sont allés piocher, que les journalistes, que les détracteurs sont allés piocher, bien entendu. Bien que cette définition ne soit jamais claire, puisqu'elle dépend des contextes. Et puis, il y a la définition de ce que l'on pourrait qualifier les uns et les autres de crimes contre l'humanité. Et c'est pour ça qu'il a certainement corrigé sa déclaration pour faire moins référence au juridique, mais simplement qualifier les abominis, en quelque sorte, de la colonisation comme étant quelque chose de néfaste. Il y a très souvent ce débat sur la colonisation. Certains hommes politiques disent oui, la colonisation, ça a un côté négatif, mais aujourd'hui, quand on est après coup, il y a eu quand même des choses positives qui se sont passées pendant la colonisation. Il ne s'agit pas de justifier toujours la colonisation, mais de dire que pendant cette période, dans les différents territoires occupés, colonisés, il y avait des choses positives qui se passaient. Déjà, il y a la notion de territoire occupé que tu utilises, qui est historiquement pas très judicieuse. Alors, je veux dire par là que la colonisation a figé territorialement des pays dont on sait aujourd'hui que ce sont des pays qui ont subsisté par des principes politiques, le fait de ne pas pouvoir changer les frontières en Afrique et d'autres choses. Donc, on sait aujourd'hui que beaucoup de territoires qui ont été créés
les États qui ont été créés, les nations qui ont été créées, c'est la colonisation qui les a faites. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, il y avait une volonté de garder l'Algérie française, déjà parce que c'était proche de la France, et il y avait aussi cette volonté de se dire que de toute façon, l'Algérie est une création française. Alors pas les peuples qui s'y trouvent, pas les peuples qui s'y trouvaient et qui s'y trouvent encore, bien entendu, la question n'est pas là, mais en tout cas, l'Algérie en tant qu'État, en tant que nation, et cette nation arabe dont on sait aujourd'hui qu'elle a été opposée à diverses identités, hein, on pense aux Berbères, aux Kabyles, notamment dans la région, en Algérie. Donc, effectivement, aujourd'hui, on sait très bien que la colonisation a créé des entités politiques. Ces entités politiques posent souvent d'ailleurs problème. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu, dans l'histoire de la colonisation, dans l'histoire des colonisations, parce qu'il y en a eu plusieurs types, il y a eu des exactions coloniales. On sait très bien qu'il y a eu des gens qui ont été tués pour des raisons, pour des raisons racistes, au sens étymologique du terme. On sait très bien qu'il y a eu des exactions coloniales. Le problème, c'est que ces exactions coloniales, on en fait généralement un système. Or, il y avait plutôt une volonté ou une réalité de soumission par rapport des locaux, enfin des autochtones par rapport aux Européens ou par rapport à d'autres, ça c'est évident, mais il n'y a pas eu une systématisation des exactions coloniales. Donc ça, je trouve qu'on va un peu loin, c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer ça comme un crime contre l'humanité. Le côté positif, c'est ça aussi qu'il faut relever, c'est bon, ça renvoie aux travaux de Daniel Lefebvre, de Jacques Marseille, le problème étant, c'est que ces gens, ou Bernard Lugan, mais le problème c'est que ces gens-là on va nous dire qu'ils ne sont pas bons parce qu'ils sont souvent de droite, et de droite souvent de l'Action française et autres, donc on va considérer qu'ils ne sont pas légitimes à parler. Sauf que les travaux de Jacques Marseille, sauf que les travaux de Daniel Lefebvre et de Bernard Lugan démontrent très bien les avancées qui ont été faites durant la colonisation, déjà au niveau des aménagements, au niveau des cultures, au niveau des techniques, au niveau de l'urbanisme, du développement qui a eu lieu. Et il ne faut pas oublier ces avancées-là qui aujourd'hui persistent. On voit très bien aujourd'hui quand vous vous baladez, je prends le Cameroun notamment, alors effectivement il y a des exactions coloniales, mais derrière il y a quand même des constructions politiques, il y a des constructions d'États, de nations d'ailleurs qui posent grandement problème dans tout ça. Et il ne faut pas aussi oublier une autre chose, c'est qu'on a tendance à figer l'analyse de la colonisation aussi sur un lieu particulier. Je pense au cas d'Alger, par exemple, le cas des régions d'Oran notamment, qui ont été des régions qui ont été fortement développées par la colonisation, mais c'est 10%, les villes, ça compose 10% de l'Algérie rurale en majorité. Donc il y a effectivement des effets positifs, on ne peut pas le nier. Le problème, c'est que derrière ces effets positifs, il y a eu des fois des bains de sang, mais rien de systématique. Alors qu'on était plutôt arrivé à une sorte de consensus, je trouve, entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Algérie et la France, quant aux historiens, parce qu'on sait très bien que le FLN aujourd'hui n'a pas sorti ses archives, donc le Front de Libération Nationale, donc qui a pris les armes contre la France à partir de 1954. Il n'y a pas de jour de mise en avant des réalités qui se sont déroulées durant la guerre, bien qu'on sache ce qui se soit passé pendant la colonisation qui a commencé en 1830. Donc je trouve un peu dommage de remettre ça sur le tapis. On sait très bien que c'est pour des raisons électoralistes, je suppose. D'ailleurs, on voit les réactions que ça a fait lors de son meeting qui s'est tenu samedi dans le sud de la France. Alors les propos exacts d'Emmanuel Macron, pour refermer un peu ce chapitre, on va les donner. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. Ça, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et le code pénal français, puisque tout à l'heure je disais, voilà, la définition juridique dépend aussi des États qui sont aptes à définir les différents crimes. Et bien que l'ONU porte un peu aussi cette notion de crime contre l'humanité, le code pénal français précise, c'est dans notre droit, donc aux articles 211-1 et suivant du code pénal, qui sanctionne prioritairement le génocide et l'élargissement ensuite aux crimes les plus graves du droit commun, commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais voilà pour la précision qui est apportée. Je crois rien de plus à dire sur les propos même d'Emmanuel Macron, Marc. Revenons sur la colonisation en elle-même, parce que du coup les hommes politiques en parlent tous, ça fait débat, et même certainement aujourd'hui autour d'un bon café, les gens en parlent, d'un bon ou d'un mauvais café d'ailleurs. La colonisation, on a l'impression...
il est courant, et on a déjà fait des émissions à l'époque de Politiquement Incorrect sur la mémoire, le devoir de mémoire. La colonisation, aujourd'hui, on est souvent dans la repentance, dans les excuses. Et d'ailleurs, c'est ce que Emmanuel Macron suggérait, c'est de s'excuser pour ce qui a été fait. Pourtant, voilà, la colonisation, aujourd'hui, la France ne colonise pas de pays. On peut parfois lui reprocher d'intervenir en Afrique, on peut lui reprocher encore aujourd'hui d'être présente dans les Outre-mer ou dans certains pays ou territoires. Mais rappelons que voilà, elle a une histoire, ça fait partie de l'histoire de France, et surtout qu'elle a un contexte, et que les colonisations qui ont eu lieu les siècles précédents, jusqu'au XXe siècle parfois, s'inscrivent dans un contexte, et aujourd'hui on a tendance à les sortir de leur contexte. Oui, aujourd'hui on frôle le paralogisme, même on y est dedans, c'est-à-dire en gros juger avec le poids de l'histoire et le poids de la modernité ce qu'on a fait 100 ans, 200 ans, 300 ans avant. Donc effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que le massacre des protestants c'était pas bien, tout le monde est d'accord pour dire que la colonisation c'était pas bien, tout le monde ceci, tout le monde cela. Mais moi ça me fait rappeler ce que je dis souvent à propos de Pétain, c'est-à-dire que j'ai aucune défense particulière du maréchal, mais je me pose toujours cette question de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait à notre place et qu'est-ce qu'il aurait dit à notre place et qu'est-ce que nous aurions fait à la sienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec le poids de l'histoire, avec les écarts de temporalité, juger ce qu'on aurait pu faire ou juger ceci. Ça, c'est la première chose. Effectivement, aujourd'hui, vous avez ce devoir de mémoire qui est une saloperie, quand on réfléchit un petit peu. Tous les historiens un peu sérieux s'y sont opposés quand ça a été créé, Henri Rousseau notamment, qui entretient, si vous voulez, un petit peu cette forme de victimisation, et ça conduit jusqu'à ce qu'on appelle la concurrence des victimes, donc un très bon livre qui a été écrit, dont l'auteur m'échappe, mais je le retrouverai. Donc ça conduit à une forme de concurrence entre ceux qui ont le plus souffert, ceux qui ont le moins souffert, et malheureusement j'ai l'impression qu'on hiérarchise beaucoup. Ou alors, quand on ne hiérarchise pas, on met tout dans le même panier, et tout ce qui est atroce sans différence de degré. Alors la question c'est ça de niche, c'est savoir s'il y a une différence de nature ou de degré. Il n'y a pas de différence, dans la barbarie, il n'y a pas de différence de nature, il y a des différences de degré. Il y a des génocides, il y a des crimes, il y a des viols, il y a des... etc. Donc la colonisation aujourd'hui est vue avec un œil très de repentance. Beaucoup d'historiens s'y opposent, mais encore une fois, comme ils sont de droite, ils seraient forcément mauvais, alors que je pense que ça se défend. On ne peut pas juger avec nos yeux de moderne ce qui s'est passé avant nous. Et puis il faut aussi rappeler que tous ces mouvements de repentance aussi, on recherche derrière la repentance la réparation. Alors déjà la reconnaissance. Ce que certains historiens appellent le fait de transformer l'individuellement vécu en collectivement vécu, ce qui est assez logique, c'est-à-dire le fait de reconnaître. Donc du coup, en fait, il y a l'idée que par cette reconnaissance collective, tout le monde a connaissance de ce drame, et du coup, vous pouvez être satisfait moralement, éthiquement, du fait que ça se connaisse, que ça se sache. La repentance aujourd'hui, c'est selon moi quelque chose d'assez terrible, parce que la repentance oblige finalement à payer le prix de nos pères, si vous voulez, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 100 ans, nous ne sommes pas responsables, nous, en tant que modernes, mais nous serions responsables éthiquement parce que nous nous inscrivons dans l'histoire de France, par exemple. Et ça, je trouve que c'est une atrocité. Les Britanniques sont beaucoup plus détachés que nous à ce niveau-là, au niveau de la colonisation, de ce schéma-là. Ils sont beaucoup plus en retrait, et je trouve qu'ils ont raison. Nous, en France, nous avons quand même, par nos relations politiques, par le fait qu'on ait entretenu des relations politiques avec nos anciennes colonies, on a toujours ce schéma très de repentance, de victimisation, et il faudrait sans cesse s'excuser. Je trouve que c'est entretenir finalement le schéma de la colonisation, c'est entretenir cette douleur, mais c'est aussi raviver quelque chose que les personnes, les descendants, 100 ans après, n'ont pas forcément vécu. Donc je trouve ça très particulier que ça soit ceux qui n'ont pas vécu ça qui demandent, parce qu'on voit très bien que chez ceux qui ont vécu ça, je pense notamment phase de décolonisation dans les années 60, ces gens-là nous quittent peu à peu, il n'y a pas eu une demande véritablement, il y a une sorte d'oubli, une volonté d'oubli, mais eux demandent la repentance. Je trouve ça très, très, très dommageable. Ce qui témoigne finalement de la facilité qu'ont les hommes politiques à parler de la France à tout bout de champ, et de mettre la France en avant, et donc la France doit s'excuser. Et voilà, ils ne parlent pas d'eux bien entendu, mais la France doit présenter ses excuses, ce qui en soi ne veut rien dire évidemment. Le problème fondamental, c'est celui-ci, c'est
Aujourd'hui, l'histoire, elle est utilisée à des fins politiques. Mais elle a toujours été, hein, c'est pas aujourd'hui forcément. Mais étant utilisée à des fins politiques, il y en a qui vont détester cette histoire, il y en a qui vont l'adorer. Moi, je me situe entre les deux. J'ai pas adoré quelque chose qui s'est organisé en dehors de moi. J'ai pas non plus à rougir de ce qui s'est passé avant moi. Sinon, c'est tomber dans ce que Brodel appelait justement l'histoire bataille entre les gentils et les méchants. C'est tomber ici dans une forme d'idéalisation. Regardez, je lis, je termine, je relisais en ce moment l'histoire de France de Jacques Bainville. Effectivement, quand vous lisez Bainville, vous avez envie d'aimer la France, ça vous donne envie d'aimer la France. Mais quand on réfléchit, le récit y est pour beaucoup, la façon dont vous récitez les événements y est pour beaucoup. Donc, il y a des historiens plus ou moins doués, plus ou moins justes pour raconter l'histoire, et certains nous la font aimer, d'autres nous la font détester. Je trouve qu'aujourd'hui, on rend l'histoire assez détestable, et dès qu'on veut un petit peu avoir un roman national, ce qui n'est encore une fois pas une bonne voie, comme le proposait Fillon, on est encore dans le schéma, dans une voie qui est faussée, parce que l'histoire, ça s'est organisé en dehors de nous, et c'est pensé, et penser l'histoire, comme le disait Brodel, selon une succession d'événements, ça voudrait dire que les gens qui ont fait les événements ou les groupes qui ont fait les événements étaient conscients de pouvoir faire ces événements. Or, on sait très bien qu'il y a tout un contexte autour qui fait que tout ça est rendu possible. La France n'a pas colonisé par plaisir. Avant, le prestige des pays, c'était justement d'avoir de plus grands espaces, de conquérir de grands territoires. Ça nous a coûté bon nombre de vies aussi. Si on va par là, si on fait une concurrence, le fait de partir dans des lieux que nous ne connaissions pas, nous chopions des maladies, nous avons ramené des maladies. Pensez à ce qui s'est passé lors de la découverte de l'Amérique, notamment dans donc, le Nouveau Monde. Et ben là, vous avez ramené de la grippe, vous avez ramené tout ça. Nous avons aussi amené des maladies. On pense au cas de l'Amérique, où vous avez les Indiens d'Amérique, alors qu'ils pensaient découvrir l'Inde, il a découvert l'Amérique, donc c'est pour ça que ça s'appelle les Indiens. Et voilà, nous avons ramené des maladies qui ont décimé ces peuples. Donc, je veux dire, à l'époque, les contextes n'étaient pas le même. Seule l'Allemagne s'est opposée. Pour des raisons pragmatiques, avec Bismarck à la colonisation, cette colonisation du 19e siècle, cette nouvelle phase de colonisation, pas les grandes découvertes du 15e et du 16e siècle, mais vraiment, je pense au Portugal, mais on était plus dans un schéma très pragmatique en disant ça va coûter de l'argent, c'est une entreprise périlleuse, la France et la Grande-Bretagne se sont plongées là-dedans, la Grande-Bretagne avait le plus grand empire colonial, la France le second, et effectivement il y avait des zones, mais ça nous a coûté aussi beaucoup, c'est ce que rappellent Jacques Marseille et Daniel Lefebvre, ça a coûté beaucoup, parce que avoir des territoires, c'est aussi les entretenir, c'est comme si vous aviez une superbe machine mais que vous ne l'entreteniez pas, auquel cas elle risque de se fissurer, de ne pas fonctionner, etc. Donc il faut prendre tout ça en compte avec le contexte de l'époque, et quand on prend ce contexte-là, il n'y a pas à rougir ou pas à être fier de tout ça. C'est quelque chose qui s'est organisé classiquement, qui a suivi les schémas de l'époque, et qui aujourd'hui nous retombe dessus comme ça, à l'heure où la mémoire prend du pas sur l'histoire, malheureusement. Précisons que tout à l'heure tu as cité en début de propos voilà, des historiens souvent classés à droite et qui auraient tort parce qu'ils sont à droite, et ton propos n'est évidemment pas de défendre les historiens de gauche ou de droite, et la preuve en est qu'il y a quelques instants tu reprécisais que voilà, un peu la romanisation de l'histoire telle que le pense François Fillon par exemple, en rendant cette histoire un peu glorieuse, n'est pas forcément de bon ton, il s'agit bien d'un propos sur l'histoire et non pas d'un propos politique, bien entendu. Et justement, puisqu'on parlait de politique, Éric Ciotti était ce matin l'invité de France Info. Il mettait en avant voilà, le fait qu'on est dans une époque différente, que les temps changent, et que voilà, se repentir aujourd'hui n'est pas forcément évident. Donc c'est un petit peu la réflexion politique cette fois-ci qu'il y avait ce matin sur France Info, et que c'est peut-être un petit peu facile de critiquer, là c'est moi qui l'interprète, pas lui, facile de critiquer la colonisation après coup, de toute façon elle a eu lieu, et voilà, mais bon, Emmanuel Macron s'exprimait en Algérie devant les Algériens. Si je peux rajouter ceci, bien entendu, c'est que quand je dis fin électoraliste, ça s'inscrit aussi dans le schéma de la démographie actuelle. On sait très bien que la démographie africaine et peut-être orientale au sens large du terme croît. On sait très bien que d'ici à 50 ans, entre guillemets, la démographie fera qu'il y aura des changements culturels importants par le biais de l'immigration, etc. Et on voit très bien aujourd'hui qu'il y a des raisons électoralistes. On voit que le corpus démographique française change. Je ne suis pas sûr qu'il y a 50 ans, on aurait fait les mêmes choses. Pour des raisons très simples, c'est que la France était composée, n'avait pas subi, alors moi je ne porte pas de jugement, c'est comme ça, c'est l'histoire, mais elle n'avait pas subi ces vagues de migration pour des raisons économiques. Donc l'identité française, l'identité française est une composante de plein d'identités, et connaissant ces identités qui viennent souvent d'Afrique, plus peut-être des pays de l'Est, c'est tout à fait vrai démographiquement, mais en tout cas c'est cette démographie qui vient du Sud, eh bien impose de prendre en compte ça, et j'ai trouvé
je trouve un peu dommage de réduire en fait la prise en compte de ces gens-là, de cette nouvelle vague, de ces vagues d'immigration qui sont venues depuis 40, plutôt un peu plus même, mais en tout cas depuis 50 ans, réduire en fait leur identité à ça en reconnaissant effectivement que la France qui les a accueillis n'a pas été gentille parce qu'elle les a mal accueillis, et en plus elle se repentit en disant regardez, on a fait des saloperies, donc c'est entre guillemets c'est normal de vous accueillir. Je trouve que tout ça, un bon discours historique, un bon livre d'histoire suffit tout simplement à remarquer que les historiens ont fait leur travail là-dessus, que tout a été mis au clair. Il n'y a pas besoin de discussions politiques comme l'a fait Hollande sur les harkis, même s'il l'attendait depuis très longtemps, c'est transformer l'individuellement vécu en collectivement vécu ou ressenti. Donc je trouve ça dommage que ça soit repris par les politiques. Je veux dire, il y a la repentance, si vous voulez, c'est le fait de faire de l'histoire, tout simplement, ça suffit. Quel positionnement alors du coup on doit avoir aujourd'hui? C'est simplement de faire de l'histoire comme tu le dis? Enfin je veux dire, dans la place politique j'entends, hein, pas forcément dans les écoles où on l'a bien compris, il faut éduquer, informer par le biais de l'histoire les enfants pour qu'ils sachent tout simplement, mais qu'en est-il du monde politique? Est-ce qu'il ne doit pas en parler, s'abstenir, notamment lors des commémorations? Parce que ces commémorations, on a beau penser que le devoir de mémoire, comme tu l'as déjà dit, voilà, c'est quelque chose qu'il faut relativiser. Bon, on va pas s'arrêter de commémorer du jour au lendemain, ne serait-ce que pour se souvenir. Là aussi, ça participe. On peut pas vouloir que les choses se sachent et d'un autre côté ne pas les rappeler. Hein, ce serait pas possible. Ça ne fonctionnerait pas. Oui, mais c'est pas le rôle du politique de rappeler tout ça. Justement, c'est ce que je suis d'accord. Donc, pour toi, tu fais plus sur il faut que le politique s'abstienne sur ces questions-là, alors, ne pas revenir sur le passé. En fait, le problème, c'est que si on avait des politiques intelligents, alors je sais, je vais être un peu dans l'idée de tous pourris, mais si on avait des politiques intelligents qui avaient une vision de l'histoire, de toute façon, il n'y aurait pas de déclaration choc ou des déclarations à la con comme ça. C'est-à-dire que, et même au niveau, et je critique aussi les historiens, parce que beaucoup d'historiens sont quand même portés dans l'idée d'expliquer l'histoire pour critiquer les anciens méchants, si vous voulez. C'est un peu l'histoire encore bataille. Donc, dans l'état actuel des choses, je considère que les politiques n'auraient pas à ouvrir, à faire de discours plutôt sur des faits historiques qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils ne les maîtrisent pas. Et je pense qu'un homme politique, s'il veut prendre position sur l'histoire, doit lire tout simplement Brodel et comprendre que l'histoire est à placer dans des contextes différents, dans des temporalités différentes, dans des actions différentes, sur des actions qui s'organisent en dehors de nous, bien que ce soit des décisions politiques, donc humaines. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que cette France qui a colonisé est la même hier et aujourd'hui. Et dans ce cas-là, forcément, on sera sans cesse coupable, comme on sera sans cesse coupable d'avoir, pour le régime nazi, pour le régime de Vichy, collaboré avec Pétain, et d'autres nous feront savoir qu'en fait, la France libre, elle était plutôt à Londres et dans les pays d'Afrique. Donc c'est un combat perpétuel. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas à en rougir, il n'y a pas à la mettre en avant. Elle est ce qu'elle est, point à la ligne, c'est tout. Alors, on parlait de l'Algérie, c'est de là que sont venus les propos d'Emmanuel Macron. L'Algérie aujourd'hui est un État à part entière, indépendant de la France. C'est une ancienne colonie française, en fin de compte. C'était même plus que ça. Oui, c'était un département. Trois départements français, bien sûr. D'autres territoires aujourd'hui sont toujours occupés par la France, sont toujours des territoires français. Il s'agit des DROMCOM, les départements régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, et oui, on va pas tous les faire évidemment, mais voilà, les possessions françaises dans trois océans, l'océan Indien, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Voilà, aujourd'hui, ces régions, pareil, sont un cas d'étude intéressant. Aujourd'hui, ce sont des possessions françaises. Quand je dis possession, ça fait partie du territoire français. De la même manière que l'Alsace et la Lorraine ont pu être disputées à une certaine époque à l'Allemagne, que au niveau, 14, qu'il y a plein de territoires et que tout ça a bougé. Voilà, aujourd'hui, tout cela, l'esclavage est terminé dans ces régions-là. C'est la même chose que l'Algérie, ou est-ce qu'on aura un jour des prises de distance, ça deviendra des États à part entière? Bon, c'est évidemment, on ne va pas faire de politique fiction, on sait que c'est compliqué sur le plan économique que ça le devienne, mais voilà, il y a aussi cette histoire de la France vis-à-vis de ces territoires. Le problème de ces territoires, c'est que déjà, c'est un petit peu un échange de bons procédés, j'ai l'impression. Ce sont des territoires, tu le rappelais, qui sont des territoires isolés. C'est-à-dire que, contrairement à l'Algérie, qui fait partie donc de l'Afrique du Nord, le territoire est très vaste, il y a des richesses. Quand vous êtes isolé et que vous n'avez aucun moyen, vous crevez. Oui, en dehors de la Guyane, qui fait partie du territoire américain, enfin du continent américain à proprement parler, les autres sont des îles souvent. Ce sont des îles. Donc, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que la Guyane a été
en tête avec, je crois que c'est Taubira, dans le mouvement indépendantiste guyanais, parce qu'il y avait peut-être une plus forte légitimité et cohérence au terme politique de pouvoir légitimer l'indépendance, enfin l'autonomie ou l'indépendance, bref. Ce sont des territoires qui sont isolés. On sait très bien aujourd'hui que ces territoires isolés n'ont pas vraiment de grande force s'ils sont livrés à eux-mêmes. Alors, et puis il faut dire aussi deux choses. Je pense qu'il y a derrière ces îles une volonté de certains de ne pas accéder à l'autonomie ou à l'indépendance. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, qui veut dire faire partie du territoire français, dit aussi avoir les aides de cet État français. Alors pas les aides au sens social, je ne dis pas les assister, je dis les constructions, les hôpitaux, les infrastructures, etc. La loi française aussi voilà, s'y la applique. Loi s'y applique. Voilà, la loi s'y applique, tout à fait. Donc ça c'est la première chose. Mais il y a aussi une deuxième chose dont il faut rappeler, c'est que la France, si elle garde ses territoires, c'est parce que ça augmente considérablement leur zone d'influence dans le monde pour des raisons militaires et aussi pour des raisons, j'allais dire, totalement portuaires, parce que, enfin, pas portuaires, mais en tout cas au niveau de la zone économique exclusive, quand vous avez des territoires qui sont là-bas, étant donné que la loi s'applique, la loi maritime s'applique là-bas, vous avez des territoires qui sont voués à la souveraineté française, 12, 24 miles, plus loin, jusqu'à 200 miles. Et donc vous avez une plus grande cohérence, une plus grande possibilité de pouvoir jouir des droits de la mer. Donc il y a quand même ça aujourd'hui. Je pense que la volonté indépendantiste, elle est ancrée. Mais la raison l'emporte sur le fait d'avoir cette forme d'aide, entre guillemets, le fait de faire partie d'un territoire. Je pense globalement que le débat se résume à ça. Et encore une fois, un territoire qui est isolé est un territoire qui est laissé aussi à l'appétit de ceux qui s'y trouvent autour. Donc, la France garde aussi ses territoires pour pas que d'autres peut-être les mettent sous son giron. Il y a aussi des intérêts géopolitiques et géostratégiques pour le coup. Et qui ont des relations aussi avec l'Union européenne, au cas par cas bien entendu, mais ces régions françaises, comme l'ensemble des régions outre-mer des pays de l'Union européenne, ont des relations avec l'UE, et même si elles ne sont pas aussi évidentes que ce qui se passe sur le continent européen à proprement parler, et bien entendu, cela joue aussi d'avoir des rapports et d'être un territoire quelque part de l'Union européenne malgré tout, quoi. Alors du coup, aujourd'hui, ces outre-mer, j'ai envie de dire, ça s'est pacifié l'ambiance, comme à l'image d'ailleurs de l'Algérie, où les relations avec la France se sont pacifiées. J'ai pas une grande expérience sur le terrain là-bas, une grande expérience empirique, mais je crois savoir qu'il y a quand même une forme, non pas de haine, mais une forme de comment dire ça, pas de discrimination, mais une forme de rejet plutôt de la France là-bas. Ils se considèrent indépendants, on le voit très bien. Enfin, ils se considèrent indépendants politiquement, ils se disent indépendants moralement, mais politiquement c'est plus compliqué. On voit que la situation c'est je t'aime moi non plus un petit peu. Alors, pour ce que je sais de loin, mais le problème étant, c'est encore une fois la possibilité de pouvoir s'autogestionner tout seul. Je ne suis pas sûr que ces territoires soient en mesure de le faire, je suis même quasi sûr qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'avec le poids de l'histoire aujourd'hui, avec le poids justement de ce devoir de mémoire, de cette refus de la colonisation, tous les éléments seraient réunis pour envisager l'indépendance ou l'autonomie, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, tout serait réuni. Donc on voit bien que si ça ne passe pas et si ça n'est pas demandé en soi, c'est qu'il y a des intérêts qui font que ça reste. On va aborder un dernier point sur cette question de la colonisation. Ce sont les territoires américains et je pense au Canada. Nous y étions, Marc et moi, au Canada durant 10 jours de ces vacances de février. Le Canada, le Québec, qui fait partie du Canada, qui est une province du Canada, une de ces régions, a été colonisé, est resté francophone suite à la colonisation du Canada par la France. Le Canada a ensuite été, lui, colonisé par les Anglais, qui ont buté donc sur le Québec. Et ça se ressent un petit peu dans les discours, notamment des plus anciens. Chez les plus jeunes, c'est pas encore le cas, ou ça ne l'est pas, je ne sais pas. Mais chez certaines personnes, on ressent un petit peu ce poids de l'histoire et pour le coup, les francophones un peu contre les Anglais, quoi, les anglophones.
Oui, oui, on sent qu'il y a quand même on sent qu'il y a une sorte de crainte, une sorte de haine, mais à des degrés moindres, évidemment. Ça se sent, mais je trouve que cette critique n'est pas forcément historicisée. C'est-à-dire, en gros, que c'est un petit peu de la stigmatisation classique. Entre eux, c'est les méchants, puis les Français sont plutôt bien, etc. Donc, il manque tout de même, il y a des allogènes des autochtones qui sont restés, hein, historiquement. On sait aujourd'hui que le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral du Canada fait en sorte, et même les politiques de Québec font en sorte de faire venir des francophones pour pas que la langue française meure. Donc on voit qu'il y a une rengaine, même qui s'est institutionnalisée, j'allais dire, au niveau politique, pour faire venir des gens qui sont des francophones. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays, notamment en Afrique, sont vidés, parce que beaucoup de pays francophones africains vont directement vers le Canada. On sent qu'il y a, si vous voulez, un petit peu comme on peut l'observer au Cameroun entre les provinces anglophones et francophones, on sent qu'il y a quand même une sorte de clivage, qui est plus un clivage, pardon, qui est j'allais dire, moral, plutôt que haineux, si vous voulez. On sent tout de même qu'il y a chez les anciens, voilà, une volonté de défendre les Français contre la barbarie britannique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais ça, encore une fois, c'est la mémoire. C'est pas de l'ordre de l'histoire, parce que si on fait un peu d'histoire, il n'y a pas à rougir ou pas d'être français ou britannique, enfin, ou anglophone. Si on fait un peu d'histoire, on se rend compte que voilà, c'est comme ça. Et puis, j'aurais pu être francophone, j'aurais pu être anglophone, voilà. Donc, encore une fois, ça montre à quel point on est quand même attaché à la mémoire d'un territoire, à la mémoire de quelque chose, et on n'arrive pas à se détacher de ça parce qu'on considère que ça serait renier ses origines, etc. Et c'est pour ça que je dis que la mémoire l'emporte sur l'histoire, parce que quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, c'est avant tout quelqu'un qui prend de la distance et qui se dit finalement je suis quelque chose, certes je suis un être dans ce corpus sociétal, mais je n'ai pas rien n'a dépendu de moi. Donc pourquoi serais-je fier de ça ou haineux de l'autre? Donc voilà, c'est un truc assez classique pour le coup. Eh bien merci Marc pour cette première partie de l'émission avec ce décryptage de l'actualité. Je vous en propose un dernier de décryptage pour la route. Cette semaine est sortie une étude relatant l'évolution attendue de l'espérance de vie d'ici 2030. Alors peut-on espérer vivre plus longtemps? Dans quelles conditions? Comment critiquer cet indicateur? On s'y intéresse tout de suite. L'espérance de vie est annoncée en progression d'ici 2030, en particulier pour la France, atteignant près de 90 ans pour les femmes. La France serait alors dans le trio de tête derrière la Corée du Sud. C'est toujours un peu plus faible pour les hommes, où la France, cette fois-ci, n'est pas sur le podium. Vous l'aurez compris, cela reste une étude, réalisée avec 21 modèles mathématiques tout de même. 35 pays développés sont concernés par cette recherche, parue dans la revue médicale The Lancet, en Grande-Bretagne. Un des enseignements est que l'écart entre l'espérance de vie des hommes par rapport aux femmes tendrait à diminuer davantage, encore. Un autre élément est que l'on retrouve les États-Unis en mauvaise position dans ce classement, au même niveau que la Croatie ou le Mexique. Alors plusieurs éléments sont mis en avant pour expliquer ça: le système de santé universel, le taux de mortalité maternelle et infantile, les homicides, l'obésité, et encore plein d'autres raisons bien sûr. Pour autant, s'agissant d'une étude, des événements imprévus peuvent bien entendu bouleverser les prévisions d'ici 2030. Voilà donc pour le contexte. Dans cette émission, il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière nous n'étions pas là, Florent relatait les études en tout genre qui sortent chaque jour. Celle-ci en fait bien entendu partie. Pourtant, les personnalités politiques s'en servent parfois comme outil ou argumentaire de décision. Ce fut par exemple le cas ces dernières années lorsqu'il a été question de repousser l'âge de départ à la retraite. L'argument étant, puisque l'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, pour 2 raisons: limiter le temps passé à la retraite et donc percevoir un revenu sans cotiser. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire limiter tout ce temps que l'on passe en n'exerçant plus d'activité professionnelle, et puis augmenter la durée de la cotisation de ceux qui ne sont pas à la retraite. La réforme est donc présentée comme étant logique et juste. Alors pourquoi cela ne serait-il pas logique et juste? Tout d'abord, être en vie ne signifie pas être
forcément être en bonne santé, tout comme être en recherche d'emploi ne signifie pas forcément être au chômage ne signifie pas toujours être en recherche d'emploi. Attention à ne pas confondre les mots. En effet, pour vous donner un exemple, en 2009, l'espérance de vie en France était de près de 80 ans. Mais l'espérance de vie en bonne santé n'est que de 63 ans. Ces chiffres de 2009, selon l'Institut Eurostat, sont un exemple de ceux qui ont pu être utilisés lors des réflexions sur les retraites. En fixant la retraite à 62 ans, le gouvernement de François Fillon nous annonçait donc une espérance de vie de 18 ans de retraite paisible, presque une demi-carrière, quand on pense qu'à l'époque, il fallait cotiser 40 ans. Pourtant, à en croire les chiffres d'Eurostat, l'espérance d'être en bonne santé à la retraite n'est alors que d'un an, 62 ans à 63 ans. Alors si l'on ajoute le fait que l'on se fatigue sans doute plus vite au boulot en fin de carrière qu'en début de vie professionnelle, il y a fort à parier que ces années supplémentaires qui s'ajoutent au fur et à mesure du temps auront un impact significatif sur la santé de certaines personnes, en particulier dans certains métiers. Ainsi, peut-on oser le pronostic que d'ici peu, l'âge légal de départ à la retraite dépassera l'espérance de vie en bonne santé. C'est en partie déjà le cas aujourd'hui, puisqu'en 2014, l'espérance de vie en bonne santé pour un Français était de 64,2 ans pour les femmes et de 63,4 ans pour les hommes. Dans le même temps, en 2010, l'âge de départ à la retraite sans décote, même si vous ne possédez pas tous les trimestres, est passé de 65 à 67 ans. De même, l'employeur a la possibilité de vous imposer la retraite à 70 ans contre 65 auparavant. Il ne s'agit pas là de critiquer ces mesures parfois jugées laxistes par certains et toujours trop contraignantes pour d'autres, mais simplement nous pouvons faire deux constats. Premièrement, la France est souvent comparée à d'autres modèles. Les Français seraient feignants face aux autres en termes de temps de travail, de retraite, à savoir qu'en Allemagne, la durée de vie en bonne santé est estimée aux alentours de 56 ans. Un modèle à suivre ? Eh bien, je n'en suis pas sûr. Comparer les modèles est toujours un exercice périlleux. Deuxièmement, les disparités hommes-femmes montrent que nous ne sommes pas, de toute évidence, pas tous égaux. Et à ceux qui prônent l'égalité, ne devrait-on pas leur objecter cet argument ? Faudrait-il distinguer les âges de départ à la retraite au prétexte que la durée de vie n'est pas la même pour les différents sexes ? Vous me direz alors que le genre n'est pas le seul paramètre à prendre en compte, et je serai d'accord avec vous, si on commence à prendre tous les paramètres, ça devient compliqué. Ainsi, quelle solution adopter ? Même si les systèmes tendent à converger, il y a aujourd'hui des différences en fonction du statut du travailleur. Je pense par exemple à la fonction publique ou au privé. Or, on le sait, ce statut n'est pas une raison justifiant un écart en termes de santé. Le fait d'être fonctionnaire ne va pas changer les choses par rapport au fait d'être dans le privé. Là, il s'agit bien simplement d'un privilège accordé à une partie de la population. Par contre, la prise en compte de la pénibilité est un élément déterminant. L'État, par ses dernières réformes, tente donc de le prendre en compte. Mais comme indiqué il y a quelques instants, ce qui touche à la santé et aux conditions de travail est propre à chacun. De même, peut-on exclure les conditions de vie et les aléas de celles-ci, avoir des enfants, tomber malade, avoir un contexte familial difficile. Il y a là tout un ensemble de dispositions à mettre en avant et leur considération dans les calculs de droit n'est pas toujours évidente. Un peu comme à l'accoutumée, il s'agirait donc de réformer globalement. Faire une réforme des retraites d'un côté et une réforme du temps et des conditions de travail de l'autre n'a pas forcément de sens, l'un conditionnant l'autre. Pour rappel, la juxtaposition des deux réformes qui ont eu lieu ces dernières années crée une probabilité importante de travailler plus longtemps. Le travail, dans la plupart des cas, est un objet quand même relativement fatigant, et c'est dommage d'en arriver là. Les efforts pour prendre en compte la pénibilité doivent donc s'inscrire dans un vrai recensement du parcours professionnel visant à faire du travail un moyen de contribuer à la vie en société et à pouvoir accéder à la consommation. La retraite doit-elle demeurer un droit et doit pouvoir être prise avant l'échéance de l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire pouvoir prendre sa retraite pendant qu'on a encore des chances d'être en bonne santé. À la vision économique très importante sur ce sujet, nous devons pouvoir objecter les visions sociales et de santé tout aussi importantes. À quoi bon maintenir un individu au chômage à 58 ans, par exemple ? Quelle contribution peut-il encore apporter à la société sur le plan du travail ? Il s'agit bien d'une question dont chacun est libre de penser ce qu'il veut. Une autre question, un médecin, un psychologue, un spécialiste pourrait-il déclarer quelqu'un comme retraité dès lors qu'il n'est plus en capacité de travailler ? En somme, voilà comment un indicateur, l'espérance de vie, peut être analysé et débattu. Avoir l'esprit critique permet de remettre en question les informations communiquées dans les programmes politiques dont il convient de prendre acte avant de se déplacer vers les urnes. Ainsi, cette année, nous pourrons voter avec des cartes en main, mon cher Marc.
Dis donc, ça fait beaucoup d'informations pour un seul homme. C'est très bien. Moi, je me suis arrêté quand même à un chiffre qui m'a beaucoup intéressé. C'est vrai et je suis content de l'avoir entendu le dire. Sur effectivement l'espérance de vie qui est de 80 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé de 63 ans, ça veut dire déjà beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que le fait de travailler plus peut, en termes de temps, et du coup d'avoir sa retraite plus tard, ça peut susciter une augmentation des maladies, peut-être, ça peut arriver, on est tout à fait apte à penser ça. Donc j'ai quand même quelques réserves sur le fait qu'on puisse aujourd'hui dire à des psychiatres ou des psychologues de considérer que quelqu'un est à la retraite, parce qu'effectivement ça peut être vrai sur le fait, mais juridiquement, c'est plus compliqué que ça, à mon avis. Donc, en soi, la proposition est valide, mais dans la pratique, c'est plus compliqué. À ce à quoi j'ajoute que les gens peuvent très bien, entre guillemets, simuler une maladie, ou en tout cas mentalement, pour pouvoir aussi avoir la retraite plus rapidement. Donc, je pense que la retraite est un droit fondamental pour lequel... je rappelle que la 4ème République a mis en place ça, il faut quand même le rappeler, juste après la guerre. Donc les retraites généralisées, la sécurité sociale, etc., ce sont des avancées considérables. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est un programme, la retraite généralisée, qui est un programme qui date de 1946. Donc effectivement, avec le poids de la démographie, avec le poids des mutations, le poids l'espérance de vie a augmenté depuis, mais la population elle aussi a augmenté. On n'avait pas forcément prévu le baby-boom à l'époque parce qu'il n'y avait pas lieu. Donc tout ça fait en sorte que ce sont des schémas, à mon avis, très modernes, mais qu'il nous faut, à mon avis, réformer en soi, sans forcément reculer l'âge de la retraite, mais en tout cas faire en sorte qu'on cotise moins, mais mieux. Après, ça reste à établir. Alors après, l'idée n'était pas de proposer... ce sont des questions qui étaient soulevées, et évidemment, pas de forcément proposer que son médecin généraliste puisse vous mettre à la retraite lorsque vous avez un coup de fatigue, mais simplement peut-être de créer un service de retraite plus que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'appuie sur des chiffres. Voilà, vous avez comme tu commençais à dire, vous avez cotisé tel nombre d'années, vous avez tel âge, c'est bon, vous pouvez y aller. Est-ce que derrière, il peut pas y avoir d'autres choses, voilà, une individualisation, une personnalisation des parcours professionnels et donc de la fin de carrière et de la retraite? C'est une question qui peut être posée. Juste pour terminer sur ce point, peut-être dire que cette chronique s'inscrit dans... Enfin, cette chronique, ce que j'ai écrit sur cet indicateur, je le rappelle, qui est l'espérance de vie, et il s'agissait ici de critiquer un petit peu ce qu'il est et comment il peut être utilisé dans les médias ou en politique. Si on revient sur le travail, être usé par le travail, être fatigué en fin de carrière à cause de son travail, et ça arrive quand même à beaucoup de gens, pas à tout le monde, c'est une certaine forme d'extrémisme du système. Ne l'oublions pas. Tout ce qui est burn-out, ce qui est certains accidents du travail qui arrivent parfois dans des conditions déplorables, des crises cardiaques, ce sont quand même autant de mots et d'exemples qui montrent les dérives que l'on a aujourd'hui sur le travail. Quand on entend dans la politique, et ces dernières années on a entendu le rapprochement de la gauche et de la droite, on a entendu pendant ce quinquennat de François Hollande le fait qu'il n'y avait plus de gauche finalement quand on voit les agissements. N'oublions pas, on caricature souvent le débat du travail sur patron, ouvrier, gauche-droite, enfin droite-gauche en l'occurrence, et sur ce genre de débat, et ça se cristallise souvent. N'oublions pas cette phrase un peu choc, j'ai envie de dire, de Nicolas Sarkozy, et de ceux qui l'accompagnent, sur le travailler plus pour gagner plus, sur le fait de bien mettre la valeur travail au centre des débats, et c'est le cas aujourd'hui durant cette campagne où pendant les différentes primaires, le travail, les revenus ont été mis en avant. Les revenus, oui, parce que c'est les moyens de subsistance. Le travail doit servir à pouvoir subvenir à ses besoins, mais ne cristallisons pas tout autour du travail. Le travail, ce n'est pas la vie. Il en fait partie, mais le travail doit être un des éléments. C'est celui qui nous permet de subvenir à nos besoins, de vivre en société, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les dérives causées par le travail, dont j'ai exprimé quelques mots il y a quelques instants, voilà, il faut savoir s'en détacher et éviter d'en arriver à des extrêmes qui aujourd'hui font que beaucoup de choses sont reliées au travail, qu'il prend parfois trop le pas sur la vie, et donc c'est un petit peu dans ce sens que vont les éléments que je vous ai présentés ce soir dans le cadre de ce débat sur l'espérance de vie. Deux choses un peu différentes, mais pour montrer qu'avec des éléments de ce type, on peut arriver à des démonstrations
Voilà, intéressant, qui peuvent peuvent, être voilà, tout à plus fait, et qui peuvent aller très loin. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Marc, sur cet élément? Eh bien non. Eh bien merci beaucoup. C'est la fin de cette émission de Descartes en main. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à Marc qui a participé ce soir. On salue Nelson, puisque tout à l'heure je citais le Canada et qu'on l'a vu il y a pas longtemps. C'était un réel plaisir et on espère l'avoir très vite dans cette émission pour nous parler du Canada. Et Hugo, qui n'est pas là cette semaine, qui a assuré l'intérim il y a 15 jours maintenant, qui a présenté cette émission avec brio, et qui lui-même, du coup, a pris une semaine de vacances, évidemment, chacun son tour, vénard. Ne manquez pas la journée portes ouvertes de l'université ce samedi 25 février sur les différents sites de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Un site internet dédié est disponible, www.jpo.citedescartes.fr pour tout savoir. On aura peut-être l'occasion de se croiser lors de cette journée portes ouvertes. Nous serons normalement au bâtiment Copernic, le bâtiment principal de cette JPO. Sinon, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Descartes en main. En attendant, à vos Facebook et Twitter pour commenter et réagir à cette émission. À bientôt, bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube.